Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Nous allons poursuivre notre formation en mécanique des fluides. Aujourd'hui, nous vous présentons le premier chapitre qui va prôner sur l'introduction à la mécanique des fluides. Cette partie va sûrement vous donner une lumière sur la continuité de ce que nous aurons à voir. Alors, sur ce, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de vous abonner et de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Générique. Nous commençons tout d'abord par l'introduction. La mécanique des fluides est la science des lois de l'écoulement des fluides. Elle est la base du dimensionnement des conduites des fluides et des mécanismes de transfert des fluides. C'est une branche de physique qui étudie les écoulements des fluides, c'est-à-dire des liquides et des gaz lorsque ceux-ci subissent des forces ou des contraintes. Elle comprend deux grandes sous-branches. La statique des fluides ou l'hydrostatique qui étudie le fluide au repos. C'est historiquement le début de la mécanique des fluides avec la poussée d'Archimède et l'étude de la pression. Nous allons y arriver. Et en second lieu, nous avons la dynamique des fluides qui étudie le fluide en mouvement comme autre branche de la mécanique des fluides. Comme on le sait, la statique vise sûrement l'équilibre, c'est ainsi que ça étudie les fluides au repos. Mais la dynamique, lui, il vise les mouvements, c'est ainsi qu'il étudie les mouvements des fluides. Et qui dit fluide dit quoi? La définition vous est donnée sur la mécanique des fluides et ce que c'est un fluide, on va y arriver. On distingue également d'autres branches liées à la mécanique des fluides, l'hydrostatique, l'hydrodynamique, l'aérodynamique. Une nouvelle approche a vu le jour depuis quelques décennies, la mécanique des fluides numériques. C'est conféré au computational fluide et dynamique en anglais, euh, qui stimule l'écoulement des fluides en résolvant les équations qui les régissent à l'aide d'ordinateurs très puissants, les supercalculateurs. La mécanique des fluides a de nombreuses applications dans divers domaines comme l'ingénierie navale, l'aéronautique, mais aussi la météorologie ainsi que la climatologie. On va d'abord commencer par la définition du fluide. Le fluide, qu'est le fluide peut être considéré comme étant une substance formée d'un grand nombre de particules matérielles, très petites et libres de se séparer les unes par rapport aux autres. C'est donc un milieu matériel continu, déformable, sans rigidité et qui peut s'écouler. Les formes, les forces de cohésion entre particules élémentaires sont très faibles, de sorte que le fluide est un corps sans forme qui prend la forme du récipient qui les contient. Par exemple, les métaux en fusion sont des fluides qui permettent, par moulage, d'obtenir les pièces brutes de formes complexes. On insiste sur le fait qu'un fluide est supposé être un milieu continu. Même si l'on choisit un très petit élément de volume, il sera toujours beaucoup plus grand que la dimension des molécules qui les constituent. Par exemple, une gouttelette de brouillard, aussi petite soit-elle, à notre échelle, est toujours immense à l'échelle moléculaire. Elle sera toujours considérée comme un milieu continu. Parmi les fluides, on fait souvent la distinction entre les liquides et les gaz. Ce que vous devez savoir, qui parle des fluides, parle sûrement des liquides ou des gaz. Voilà. Les fluides peuvent aussi se classer en deux familles relativement par leur viscosité. La viscosité est une de leurs caractéristiques physico-chimiques qui sera définie dans la suite du cours et qui définit le frottement interne des fluides. Les fluides peuvent être classés en des grandes familles. La famille des fluides newtoniens comme l'eau, l'air et la plupart des gaz, et celle des fluides non newtoniens
quasiment tous les restes, donc les sangs, les gels, les boues, les pâtes, les suspensions, les émissions. Voilà. Les fluides newtoniens ont une viscosité constante ou qui ne peut varier qu'en fonction de la température. La deuxième famille est, est constituée par les fluides non newtoniens qui ont la particularité d'avoir leur viscosité qui varie en fonction de la vitesse et des contraintes qui subissent lorsque ceux-ci s'écoulent. Ce cours est limité uniquement à des fluides newtoniens qui seront classés comme suite. On commence d'abord par les fluides parfaits. Les fluides parfaits, quid est-ce? En mécanique des fluides, un fluide dit parfait s'il est possible de décrire son mouvement sans prendre en compte des effets de frottement. C'est-à-dire qui dit fluide parfait dit sûrement un fluide qu'on considère sans toutefois prendre en compte des forces de frottement qui se font le long de ses facettes à sa surface de contact, voulais-je dire. Nous avons la composante ddft qui est nulle, donc la composante ou la force tangentielle. Autrement dit, la force ddf est normale à l'élément de surface dds. Ce qui veut dire qu'un fluide parfait est celui dont la force normale elle est considérée, mais la force de frottement ou la force tangentielle elle est considérée comme nulle. Voilà. Vous avez sûrement cette figurette qui démontre tout ce que je viens de vous montrer. Nous avons ici la facette, nous avons les fluides et vous allez voir ici que ce ce qui sort, ce qui régit, vous allez m'excuser. Voilà, on va reprendre notre petit papier. Voilà, ce qui régit de cette facette ici, vous allez vous rendre compte que nous aurons une composante tangentielle ici. Donc, c'est une composante qui va toujours faire de son mieux pour frotter l'élément. Et nous aurons aussi une composante tangentielle. Bien que dans la nature, ces composantes sont sûrement on peut aussi les décrire comme vous le voyez ici. Nous avons la force ici ddF qui agit le long de la surface ici. Et vous allez vous rendre compte que elle va se décomposer en composantes tangentielles, donc force de frottement, et la composante normale qui va définir sûrement notre fluide parfait. Nous allons passer maintenant au deuxième type qui est les fluides réels. Contrairement à un fluide parfait qui n'est qu'un modèle pour simplifier les calculs, pratiquement inexistant dans la nature, dans un fluide réel, les forces tangentielles de frottement interne qui s'opposent au glissement relatif des courbes fluides sont prises en considération. Ce phénomène de frottement visqueux apparaît lors des mouvements du fluide. Vous avez ici toujours une autre facette là. Voilà, nous avons la force ici qui surgit lors de notre fluide au niveau de la surface des contacts. Nous avons ici cette force en question ddF qui se décompose à une composante tangentielle et normale comme expliqué récemment. Vous allez vous rendre compte que pour le fluide réel, nous allons tenir compte de la composante normale, donc la force qui agit à la normale, et la composante tangentielle qui a toujours tendance à frotter les liquides le long de sa surface. Donc, fluide parfait, on ne tient pas compte des forces de frottement, bien qu'en réalité, dans la nature, ça n'existe pas de fluide parfait. Les fluides réels, nous avons la force normale et la force tangentielle, ou les efforts normaux et tangentiels qui sont tenus, voilà. C'est uniquement au repos qu'on admettrait que les fluides réels se comportent comme un fluide parfait. On suppose que les forces de contact sont perpendiculaires aux éléments des surfaces sur lesquelles elles s'exercent comme je l'aurais expliqué. Voilà. La statique des fluides réels se confond avec la statique des fluides parfaits. Pourquoi? Parce que lorsque un fluide est au repos, donc qui se dit statique dit l'équilibre lorsque le fluide est au repos, cela veut dire que la composante de frottement elle est supposée comme nulle. Ce qui veut dire en réalité que non, les fluides parfaits et les fluides réels ils seront sûrement confondus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on admet que les fluides réels se comportent comme un fluide parfait au repos. Pourquoi? Voilà,
Comme vous venez de deviner la raison, je vais juste la donner et vous pouvez aussi la voir au niveau de la facette. Nous allons continuer. Nous allons maintenant donner une différence bien précise entre un fluide incompressible et un fluide compressible. Un fluide est dit incompressible lorsque les volumes occupés par une masse donnée ne varient pas en fonction de la pression extérieure. Les liquides peuvent être considérés comme des fluides incompressibles, comme l'eau et l'huile. Un fluide est dit compressible lorsque les volumes occupés par une masse donnée varient en fonction de la pression extérieure. Les gaz sont les fluides compressibles. Par exemple, l'air, l'hydrogène et le méthane à l'état gazeux sont considérés comme des fluides compressibles. On peut donner l'exemple d'un ballon d'air. Si vous mettez l'eau à l'intérieur du ballon d'air, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez presser les ballons d'air, le volume ne va pas sûrement varier. Mais lorsque vous mettez l'air dans un ballon d'air, permettez la tautologie, vous allez vous rendre compte que plus vous pressez les ballons d'air, et plus vous allez vous rendre compte que plus le volume va augmenter le long des bouts de la main, des bouts symétriques. Voilà. Nous allons maintenant parler des caractéristiques physiques du fluide. Nous commençons par la masse volumique. La masse volumique, notée ρ, est donnée par m sur v. Alors, c'est quoi m, c'est quoi v et c'est quoi ρ? Rho, c'est la masse volumique en kg par mètre cube, c'est ça son unité. M, c'est la masse en kg. Et V, c'est le volume en mètre cube. C'est ça la masse volumique. La masse volumique, en fait, c'est quoi? C'est une masse sur l'unité de volume. Par exemple, pour les fluides comme les benzènes, sa masse volumique en kg par mètre cube est de 0,890 exposant 3. Pour les chloroformes, nous avons 1,489 10 exposant 3. Pour l'eau, c'est 10 exposant 3 kg mètre cube. Pour l'huile d'olive, c'est 0,918 10 exposant 3. Pour le mercure, c'est 13,546 10 exposant 3. Ainsi de suite avec l'air qui a une masse volumique moins importante de 0,001 de 0,5 10 exposant 3. Et nous avons l'hydrogène. Et au niveau des types de fluides, vous pouvez voir que les benzènes, les chloroformes, l'eau, l'huile d'olive, les mercures, ce sont des fluides incompressibles. L'air, l'hydrogène et les méthanes, ce sont des fluides compressibles dont l'air masse volumique sont donnés juste au milieu ici. Voilà, vous avez l'air valeur ici qui sont déjà connus. On parle maintenant des poids volumiques. Le poids volumique, c'est quoi? C'est sûrement le poids sur l'unité du volume. Nous avons ici oméga égale à m multiplié par g qui est sûrement le poids, le tout divisé par v. Ou soit m sur v nous donne déjà la masse volumique multipliée par g qui est justement l'accélération de la pesanteur. Nous avons oméga qui est le poids volumique en newton par mètre cube, m qui est la masse en kilogramme, g qui est l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde carré, et puis v qui est le volume en mètre cube. Voilà, nous allons poursuivre. On parle maintenant de la densité. La densité, c'est quoi? La densité, c'est le rapport entre la masse volumique du fluide, noté ρ, sur la masse volumique d'un fluide de référence. Par exemple, pour l'eau, sa masse volumique de référence, c'est quoi? Voilà, c'est 10 exposant 3. Pour les benzènes, c'est quoi? Voilà, c'est 0,0190 exposant 3. Pour l'hydrogène, c'est combien? Voilà, c'est 0,00085 exposant 3. Merci, j'espère que vous êtes en train de comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Dans les cas des liquides, on prendra l'eau comme fluide de référence. Dans les cas des gaz, on prendra l'air comme fluide de référence. Ce qui veut dire que dans les exercices, lorsqu'on va vous parler des liquides, votre fluide de référence, c'est l'eau. Et pour les gaz, c'est l'air. Donc, n'essayez pas beaucoup
N'essayez pas beaucoup plus de vous abominer la tête parce que c'est trop simple et on comprendra ça prochainement lors des exercices. On parle maintenant de la viscosité. De la viscosité, voulais-je dire, vous allez m'excuser un petit problème de langue. Euh, c'est une grandeur qui caractérise les frottements internes des fluides, autrement dit sa capacité à s'écouler. Elle caractérise la résistance d'un fluide à son écoulement lorsqu'il est soumis à l'application d'une force, c'est-à-dire les fluides de grande viscosité résistent à l'écoulement et les fluides de faible viscosité s'écoulent facilement. Elle peut être mesurée par un euh, visiomètre à chute de billes dans lequel on mesure le temps écoulé pour la chute d'une bille dans le fluide. On distingue la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. Voilà, la viscosité dynamique, c'est quoi? La viscosité dynamique exprime la proportionnalité entre la force qu'il faut exercer sur une plaque lorsqu'elle est plongée dans un courant et la variation de vitesse des veines et des fluides entre les deux faces des plaques. La viscosité dynamique est donnée par, vous avez mu multiplié par S multiplié par dDV sur dDz, avec F qui est la force de glissement entre les couches en, voilà, c'est en Newton. Nous avons mu qui est la viscosité dynamique en kg mètre par seconde. S qui est la surface des contacts entre des couches. Et dDV qui est l'écart de vitesse entre des couches en mètres par seconde. Nous avons enfin dDz qui est la distance entre des couches en mètres. Vous avez ici des valeurs de viscosité pour les fluides comme l'eau à 0 degré Celsius à la température, voulais-je dire, la viscosité dynamique de l'eau à 0 degré Celsius est de 1,787 qui s'expose à moins 3. Pour l'eau à 20 degrés Celsius, c'est 1,00D qui s'expose à moins 3. Vous allez vous rendre compte que plus la température augmente, plus la viscosité fait quoi? Elle diminue parce qu'elle est due sûrement aux forces des contacts qui interagissent ou bien qui nous donnent sûrement la coagulation ou soit l'union de notre fluide. Voilà, nous allons d'autres valeurs comme l'huile d'olive, la glycérol et autres. Vous avez leur viscosité donnée juste à côté. Comme remarque, vous devez savoir que dans les systèmes internationaux, l'unité de la viscosité dynamique est les pascal seconde ou Poiseuille. 1 pascal seconde égale à 1 Poiseuille égale à 1 kg par, 1 kg par mètre seconde. On va maintenant parler de la viscosité cinématique. La viscosité cinématique est donnée par les rapports entre la viscosité dynamique et ρ qui est la masse volumique. L'unité de la viscosité cinématique est les mètres carrés par seconde. Comme remarque, on utilise souvent les stocks comme unité de mesure de la viscosité cinématique. Un stock égal à 10 exposé à moins 4 mètres carrés par seconde. Comme remarque sur l'influence de la température, lorsque la température augmente, la viscosité d'un fluide décroît car sa densité diminue. Voilà. Comme troisième remarque, la différence entre la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. Vous allez m'excuser, au lieu de dire viscosité, j'ai dit souvent viscosité, donc c'est un problème linguistique. Et puis voilà, on continue quand même. La viscosité cinématique caractérise le temps d'écoulement d'un liquide. Par contre, la viscosité dynamique correspond à la réalité physique du comportement d'un fluide soumis à une sollicitation ou un effort. En d'autres termes, cette dernière exprime la rigidité d'un fluide à une vitesse de déformation en cisaillement. Je vois maintenant que vous avez maintenant la différence entre la viscosité cinématique et celle dynamique. Comme conclusion, qu'est-ce que vous devez savoir parce qu'on vient de conclure notre premier chapitre? Les fluides peuvent être classés en fluide parfait sans frottement, fluide réel avec frottement,
fluides incompressibles qui sont des liquides et les fluides compressibles qui sont des gaz. Les fluides sont caractérisés par les propriétés suivantes: la masse volumique, le poids volumique, la densité et la viscosité. Ces propriétés seront utilisées ultérieurement. Le comportement mécanique et les propriétés physiques des fluides compressibles et ceux des fluides incompressibles sont différents. En effet, les lois de la mécanique des fluides ne sont pas universelles. Elles sont applicables uniquement pour une classe de fluides donnée. Conformément à la classification qui a été faite, les lois relatives à chaque type de fluide seront exposées dans la suite du cours d'une façon indépendante. Au cas où cette vidéo vous aurait plu, je vous demanderai de pouvoir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour n'y rater aucune de nos futures vidéos. Merci à tous et à la prochaine.